La guerre civile du Nigeria, qui a porté à une tentative de proclamation en 1967 de la République de Biafra par les Igbo, le génocide de Rwandais entre Hutus et Tutsis qui a coûté la vie à environ 800 000 personnes entre avril et juillet 1994, la guerre du Darfour, qui a débuté le 26 février 2003 et qui a fait près de 300 000 morts et environ 2,7 millions de déplacés au Soudan, sont seulement quelques-unes des campagnes de nettoyage ethnique qui ont littéralement mis à feu et à sang le continent africain dans un laps de temps de moins de 50 ans. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi avons-nous laissé nos différences ethno-culturelles se transformer en divisions insurmontables? Salut, je m'appelle Shamwil. Bienvenue sur Indigènes Civilisés. Aujourd'hui, nous allons aborder les questions de l'identité ethnique et de la crise identitaire en Afrique subsaharienne. Selon le professeur Thomas Kochalum Chouvatil, essayiste et professeur à la Lumen Christi Institute en Tanzanie, la crise de l'identité est la cause principale de presque tous les problèmes au sein des nations africaines, de l'économique au culturel en passant par le politique. Mais l'on est en droit de se poser la question de savoir ce que signifie crise de l'identité et comment cette crise se manifeste-t-elle dans les nations africaines contemporaines. Mais avant de vous donner quelques éléments de réponse à ces questions, il convient de mentionner que cet épisode s'appuie principalement sur les travaux du professeur Thomas Kochalum Chouvatil, dont je vous ai mis toutes les références en description. Et bien que je ne partage pas toujours toutes les analyses que nous propose le professeur Thomas Kochalum Chouvatil, je trouve qu'il offre quand même une perspective nouvelle et assez troublante sur l'Afrique et ses peuples. Alors, que signifie crise de l'identité dont nous parle l'essayiste tanzanien Thomas Kochalum Chouvatil? Eh bien, dans deux articles publiés respectivement en 2010 et en 2022, le professeur Thomas Kochalum Chouvatil part du concept d'identité ethnique pour nous expliquer ce qu'il entend par crise de l'identité. À ce sujet, il déclare que l'identité ethnique se réfère à un groupe de personnes partageant une même filiation, une même langue, une même symbologie et un même territoire. Le tout fondé sur des traditions ancestrales communes et des aspirations partagées. Dans cette optique, le professeur Thomas Kochalum Chouvatil nous fait remarquer que dans une même nation africaine, il existe souvent des dizaines, voire des centaines d'identités ethniques différentes. Si vous prenez par exemple le Nigeria, dont la population est l'une des plus étendues, sinon la plus étendue en Afrique, eh bien, ce pays qu'est le Nigeria compte plus de 250 groupes ethniques différents, chacun ayant et revendiquant sa propre culture, sa propre langue et son propre territoire, tous distincts de ceux de leurs concitoyens de la même nation, le Nigeria. L'essayiste tanzanien poursuit son analyse en nous expliquant que l'on peut subdiviser la question de l'identité ethnique sur le continent africain en trois grandes périodes historiques fondamentales. La période précoloniale, la période coloniale et la période post-coloniale. Au cours de la période précoloniale, les groupes ethniques vivaient principalement en zone rurale et présentaient une plus grande homogénéité quant à leur culture et tradition. Tout au long de la période précoloniale, les compétitions entre groupes ethniques en raison de la rareté des ressources économiques et du pouvoir politique étaient moins fréquentes et presque inexistante. Et puis l'on a eu la colonisation qui a marqué évidemment le début de la période coloniale. Période coloniale durant laquelle des petits groupes ethniques se sont vus forcés de fusionner avec d'autres groupes ethniques qui étaient perçus jusqu'alors comme des inconnus. Cette coexistence forcée entre groupes ethniques différents allait donner naissance à des nations très peu homogènes, fragmentées et en un sens artificiel. Et enfin, l'on a eu les luttes d'indépendance et la décolonisation qui ont marqué la fin de la période coloniale et le début de la période post-coloniale. Période post-coloniale qui s'est caractérisée par l'émergence au sein des jeunes nations africaines des compétitions interethniques pour l'accès et le contrôle exclusif du pouvoir politique et des ressources économiques. Une fois les luttes d'indépendance portées à leur conclusion, chaque groupe ethnique se battait désormais pour s'octroyer une place de privilège au sein du nouvel appareil administratif et institutionnel de l'État. Et tout ceci, on le verra, va avoir des conséquences désastreuses au sein des nations africaines. Selon le professeur Thomas Kochalum Chouvatil, les identités ethniques africaines précoloniales ont été préservées au cours de la période coloniale. Ces identités ethniques précoloniales ont ensuite été transposées telles quelles dans les nations africaines post-coloniales, aboutissant ainsi à la formation des structures sociopolitiques modernes, mais dont les bases étaient essentiellement ethno-tribales. Et c'est précisément là qu'on en vient à la question de la crise identitaire évoquée précédemment. Crise identitaire
identitaire que le professeur Thomas Kuchalum Chouvatil conçoit comme une espèce de lutte de survie entre des valeurs, des coutumes et des aspirations tribales antagonistes. Et étant donné que dans une même nation d'Afrique subsaharienne, vous avez, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs identités ethniques qui doivent fusionner pour donner naissance à une identité nationale. Identité nationale qui est la condition sine qua non pour instaurer une vie démocratique et pacifique entre citoyens. Eh bien, le plus souvent, aucun groupe ethnique n'est disposé à trahir ou à abandonner ses propres ancêtres, sa propre langue, ses propres aspirations tribales pour faire nation avec des individus d'autres tribus considérés jusqu'alors comme des inconnus, voire des étrangers dont il faut se méfier. Et cette crise identitaire se complexifie davantage si l'on considère le fait que dans les sociétés indigènes africaines, l'individu n'est qu'un maillon d'un système beaucoup plus important que lui. Et ce système, c'est la communauté tribale, c'est-à-dire la conscience collective ethno-traditionnelle. Et nous savons tous que dans une communauté tribale, la conscience collective est primordiale et prioritaire par rapport à la conscience individuelle. C'est le groupe qui décide de la trajectoire à parcourir par chaque individu et non l'inverse. C'est ce que le professeur Thomas Kuchalum Chouvatil appelle absence de subjectivité, ce qui constitue un sérieux obstacle à la démocratie dans les nations africaines contemporaines, car en démocratie, vous avez normalement des individus qui représentent chacun une voix et un vote. Or, dans les nations d'Afrique subsaharienne, on a plutôt des ethnies qui représentent chacune une voix et un vote. L'identité ethnique, la crise identitaire et l'absence de subjectivité sont donc les trois substances hautement inflammables et par conséquent antidémocratiques que l'on retrouve dans les sociétés d'Afrique subsaharienne. Mais il y a une dernière substance qu'il faut ajouter à l'équation pour faire le paquet. Et cette substance, c'est la communauté ou la foule. Dans ses travaux, le professeur Thomas Kuchalum Chouvatil emploie le mot anglais « communalism », mot que j'ai traduit en français par collectivisme, mais l'on pourrait tout aussi bien le traduire par communalisme ou communautarisme dans une certaine mesure. Je vais donc employer tous ces termes dans cet épisode comme des termes interchangeables. Dans une société collectiviste ou communaliste, l'individu reçoit très peu d'attention en tant qu'entité autonome. Dans une société de ce type, l'individu n'existe que dans la mesure où il est membre d'un groupe tribal très vaste qui englobe non seulement les vivants, mais aussi les morts ou les ancêtres, les esprits et les générations à venir. Et même dans les grandes métropoles d'Afrique subsaharienne comme Lomé, Kigali, Yamoussoukro ou Conakry, eh bien, l'individu n'est pas du tout affranchi de ses liens tribaux. Et cette affiliation tribale exige d'ailleurs de l'individu que sa responsabilité première soit envers son clan ou son ethnie d'origine. Et cette configuration sociale façonne chez l'individu l'idée que non seulement votre tribu passe en priorité devant n'importe quelle autre tribu, mais que c'est elle, la tribu, qui édicte les règles de votre existence. C'est elle qui détermine votre identité et vous indique comment vous devez interagir avec les autres membres de la tribu et avec la société au sens plus large. Vous l'aurez compris, dans ce type de société, le lien des sangs est largement plus important que tout autre lien, qu'il s'agisse du lien religieux, politique, économique ou même amoureux. Il n'est pas rare d'entendre au sein des nations africaines qu'un mariage, par exemple, a été annulé du fait que l'époux ou l'épousant n'appartenait pas à la même ethnie ou groupe social que son partenaire. Ceci a pour conséquence, nous dit cette fois-ci le philosophe kényan John Samuel Mbiti, le fait que tout événement préjudiciable ou bénéfique qui affecte la communauté dans sa globalité affecte aussi l'individu dans son intimité. Et cette structure sociopolitique a amené des intellectuels comme le professeur Thomas Kuchalum Chouvatil à conclure que les sociétés africaines sont intrinsèquement communocratiques. En d'autres termes, les sociétés négro-africaines baignent dans une dictature de la communauté ou de la collectivité sur l'individu, ce qui fait que chaque tribu est comme une sorte d'empire dans une nation. Et plus il y aura des groupes tribaux différents dans un même pays, plus les îles identitaires qui le constituent vont proliférer, faisant ainsi de chaque État une espèce d'archipel identitaire magmatique et inflammable, au lieu d'une communauté de destin national propice à la vie démocratique et pacifique entre citoyens. Et cette cacophonie identitaire, nous dit le professeur Thomas Kuchalum Chouvatil, conduit inéluctablement à des compétitions et des tensions interethniques et à l'instrumentalisation politique des identités ethniques, d'où la guerre des Biafra au Nigeria entre 1967 et 1971, d'où le génocide rwandais entre avril et juillet 1994, d'où les guerres interethniques libyennes qui ont provoqué la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011 et qui continuent encore aujourd'hui, plus
de 12 ans après les premières manifestations parties de Benghazi, d'où les quasi-guerres interrégionales entre anglophones et francophones au Cameroun. Tous ces génocides et conflits interethniques illustrent parfaitement l'idée que les sociétés dont les fondements sont essentiellement tribaux ne sont pas faites pour ce système qu'est la démocratie. Cependant, pour le professeur Thomas Kochalum-Chouvatil, la solution à cette crise identitaire et politique n'est certainement pas l'individualisme occidental ni le communalisme africain, mais plutôt ce qu'il appelle intersubjectivité, c'est-à-dire cette configuration sociale dans laquelle le focus se déplace de la communauté à l'individu en tant qu'acteur autonome qui évolue dans un système dynamique et complexe de relations interpersonnelles. Et si vous pensiez être déjà au bout de vos peines, sachez que le professeur Thomas Kochalum-Chouvatil n'a pas encore porté sa plume dans votre plaie, car il nous explique également que la prédominance du communalisme qui relègue l'individu au second plan dans les sociétés africaines n'est pas seulement responsable des génocides et des guerres civiles en n'en plus finir. Ce même communalisme représente également un obstacle majeur à l'éclosion d'esprits libres, créatifs sur le plan culturel et artistique et responsables sur le plan éthique ou morale. Les communautés où la structure sociale est hiérarchisée et profondément ancrée sur le respect des coutumes et des lois traditionnelles, il n'existe pas d'espace pour tout ce qui relève des valeurs individuelles, de la spontanéité, de l'initiative personnelle ou même de l'autodétermination individuelle. Et lorsqu'une société est gouvernée par des lois communalistes comme celles que nous avons à peine décrites, l'individu développe inévitablement une mentalité de dépendance maladive vis-à-vis de son groupe d'appartenance. Et le professeur Thomas Kochalum-Chouvatil observe d'ailleurs une corrélation entre cette mentalité de dépendance morbide et le culte de la personnalité que l'on peut observer un peu partout dans les sociétés africaines vis-à-vis des leaders politiques, des chefs religieux, des autorités traditionnelles ou même des putschistes militaires. Et le culte de la personnalité, cette idolâtrie aveugle et absurde est, selon moi, la substance d'abord culturelle et ensuite psychologique qui engendre et alimente les dictatures au sein des nations africaines. Car si vous êtes un leader politique avec des millions d'individus qui baignent dans l'absence d'initiative personnelle la plus totale et qui sont chroniquement dépendants de la structure hiérarchique dont vous êtes le sommet, eh bien, il est très tentant de penser que vous, en tant que dirigeant, représentez l'horizon indépassable de votre communauté, ce qui vous donne pour le coup le sentiment que vous pouvez agir en toute impunité et pour toujours. Je pense notamment à Macky Sall au Sénégal ou à Paul Biya au Cameroun, mon pays d'origine. Mais fermons cette parenthèse qui n'était d'ailleurs que ma petite opinion personnelle et revenons aux analyses du professeur Thomas Kochalum-Chouvatil en observant que les implications pratiques de la pensée philosophique du professeur Thomas Kochalum-Chouvatil mettent l'individu et l'homo africanus en l'occurrence dans une situation assez complexe à gérer. Le professeur nous exhorte à intégrer dans nos actions quotidiennes des notions telles que la liberté, l'autodétermination et l'autonomie individuelle vis-à-vis de la communauté. Alors qu'on sait que toutes ces valeurs peuvent se révéler très lourdes à porter, surtout si vous vivez dans une société collectiviste comme c'est le cas des jeunes Africains de nos jours. C'est un peu comme si vous demandiez à une application ou à un logiciel informatique de prendre une certaine liberté vis-à-vis de son système d'exploitation. Or, sans système d'exploitation, le logiciel n'a tout simplement pas d'existence propre. Et bien, de la même façon, l'individu au sein de son groupe tribal est contraint à agir en fonction du système des valeurs dont il dépend, ce qui lui garantit au moins la possibilité de jouir de la chaleur et de la protection produite par l'effet de communauté. Toutefois, au-delà de son groupe d'appartenance, l'individu devient un sujet libre et autonome, mais isolé, vulnérable et dépourvu de tout confort social et psychologique. Et là, il convient de se poser la question de savoir comment le professeur Thomas Kochalum-Chouvatil résout-il ce dilemme existentiel. Eh bien, il le résout en faisant appel à Soren Kierkegaard et à sa philosophie de la subjectivité. Kierkegaard est un philosophe, poète et théologien chrétien d'origine danoise qui a vécu au 19e siècle. La pensée philosophique de Kierkegaard est connue pour l'accent qu'elle met sur des notions telles que la subjectivité, l'introspection, la passion, la responsabilité et le caractère individuel. La solution fondamentale aux maux qui gangrènent l'existence humaine et par extension l'existence des populations africaines réside, d'après Kierkegaard, dans l'idée que chaque individu doit entreprendre un cheminement d'individuation,
c'est-à-dire un parcours individuel fait de choix et de responsabilités personnelles complètement assumées. Et selon Kierkegaard, ce parcours d'individuation exige de l'être humain qu'il devienne acteur, protagoniste et maître de sa propre histoire. C'est ce qu'il appelle la subjectivité du moi, notion de subjectivité du moi qui l'oppose à cette idée de communocratie qui submerge l'individu et le noie dans une mentalité totalitaire de foule. Kierkegaard reconnaît toutefois que l'idée de se détacher de ses semblables est souvent perçue par l'individu comme l'une des agonies les plus épouvantables, alors que l'aspiration à la conformité et au confort social demeure l'une des caractéristiques les plus prédominantes de l'espèce humaine. Cependant, Kierkegaard nous met en garde quant au prix à payer pour une telle lâcheté, car si vous êtes disposé à troquer votre liberté pour du confort social, eh bien, sachez qu'un tel choix est lui aussi lourd de conséquences, parce que la conformité sociale conduit inévitablement à l'émergence d'une mentalité d'esclave et constitue le terreau propice à l'éruption des tyrannies ethno-tribales et des dictatures politiques. Le fait de céder au tribalisme ne peut que porter au favoritisme et à la corruption au sein des classes dirigeantes, à la faillite morale de l'appareil étatique et à la stérilité intellectuelle au sein des populations. Et lorsque Kierkegaard évoque la notion de collectivité, il ne se réfère pas uniquement au groupe en tant que somme d'individus qui le constituent, mais également et de façon plus essentielle à une certaine mentalité, un certain mode de vie ou de pensée irrationnel, totémiste, c'est-à-dire de culte des ancêtres qui est le propre des groupes humains. Et rappelons d'ailleurs que le degré d'intelligence de cette entité qu'on appelle une foule est inversement proportionnel au nombre d'individus qui le constituent. Autrement dit, plus un groupe humain s'étend, plus il tend naturellement vers la bêtise. Il est important de noter aussi que l'insistance de la part de Kierkegaard sur la notion de subjectivité ne doit pas être interprétée comme un plaidoyer en faveur d'une certaine forme d'individualisme à l'occidental. Kierkegaard ne défend pas le libéralisme politique des Lumières, qui présente l'individu comme le détenteur de droits naturels contre tout pouvoir de l'État. Il ne défend pas non plus l'expressivité du romantisme selon laquelle l'individu est un génie créatif affranchi de toute contrainte esthétique, morale, politique ou religieuse. Kierkegaard défend la subjectivité au simple motif que c'est en suivant cette voie que l'individu accepte la responsabilité personnelle du choix d'un certain type de vie, car une nation composée d'individus libres et autonomes est une nation pacifique sur le plan démocratique, innovatrice sur le plan culturel et artistique et productive sur le plan économique. Ainsi, la culture d'une véritable subjectivité fondée sur la liberté et l'autonomie individuelle se révèle être un facteur essentiel pour catalyser un véritable progrès politico-économique et culturel dans les nations d'Afrique subsaharienne. Et heureusement, la philosophie africaine d'Ubuntu et la philosophie afro-américaine de Kawainda ou Kwanzaa ont déjà tracé quelques pistes prometteuses autour des notions telles que la subjectivité et l'intersubjectivité. Dans les prochains épisodes, nous nous pencherons sur ces deux philosophies pour essayer d'explorer l'impact culturel et économique qu'elles peuvent avoir dans les nations africaines contemporaines. Eh bien, chers amis, nous voilà arrivés à la fin de notre très longue présentation. Si l'épisode vous a plu, faites-le moi savoir en likant la vidéo et en la partageant massivement avec vos amis panafricains. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de mes futures publications. On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Indigène civilisé. Et d'ici là, pensez à devenir des individus libres et responsables. Ciao, ciao.